L'important, c'est pas d'être le meilleur, c'est que tout le monde soit au courant que t'es le meilleur. Montrer à l'UFC, bah regardez, il y a 150 000 personnes qui veulent me voir chez vous, bah mettez un peu plus d'oseille. Business money et tout. Oula, oh, oh. Il est cassé. Comme tu sais Guillaume, sur cette émission on fait le parallèle entre le sport, l'entrepreneuriat, au niveau du mindset, au niveau de la performance, au niveau de l'organisation. Tu me parlais de discipline en plus. Et j'ai vu une interview où tu as parlé des 2 secrets pour les sportifs qui se lancent. C'est 1, savoir s'entourer, et 2, c'est maîtriser la communication. Et donc je voulais te demander, sur savoir s'entourer, est-ce que tu peux me donner 3 exemples de sportifs qui pour toi se sont le mieux entourés possible? Ok. Et non, parce que j'allais rajouter, tu vois là, c'est Kanye West qui disait récemment que les artistes, en fait, ils n'avaient pas besoin de manager, ils avaient besoin de CEO, ils avaient besoin de DG, de mecs qui vont développer l'aspect business. Est-ce que tu disais s'entourer dans ce sens-là? Ouais. Ou tu disais s'entourer d'un bon coach? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelque chose au global où, en gros, là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Okay. Mais quand je dis ça, c'est, par exemple, quand tu es sportif, tu dois juste performer sur le terrain. Et il y a beaucoup d'athlètes qui vont se dire, aujourd'hui, justement, avec la tentation des réseaux sociaux, des projets à côté, bah, je vais vouloir tout faire en même temps. Donc, quand tu veux tout faire en même temps, par exemple, là, on peut dire, il y a eu un combat de boxe il n'y a pas longtemps, Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Ryan Garcia, ok, il est beau gosse, belle gueule, il a tout ce qu'il faut, mais il est aussi influenceur, tu vois. Mais est-ce que quand tu vas affronter un mec comme Gervonta Davis, qui, ok, il a des problèmes extrasportifs, mais qui n'a que la boxe dans sa vie, tu peux penser à autre chose. Gervonta Davis, il pense juste à t'atomiser la gueule, tu vois. Là, Ryan Garcia, peut-être qu'il pensait à, je sais pas, son nombre de followers, tu vois, d'autres trucs. Et du coup, moi, c'est plus ça, c'est se dire, bien s'entraîner pour que, quand tu sois un combattant, soit un joueur de foot, soit un joueur de basket, bah, ton focus, il soit uniquement sur ta performance et qu'ensuite, comme il faut communiquer, comme il faut des réseaux sociaux, que tu aies une bonne team qui soit autour de toi pour faire des trucs que tu aimes bien, parce que c'est important, mais que tout ce que tu fais et ton état d'esprit soit uniquement sur la performance sportive. Okay. Parce que si tu penses à d'autres choses, je pense moi aujourd'hui que quand tu te retrouves face à un mec qui n'a que ça dans sa vie, par exemple, tu vois, quand il y a eu Conor contre Khabib, bah, c'était déjà le moment où Conor, tu vois, il avait le whisky, il avait les autres projets. Alors que Khabib, sa vie, c'est les sports de combat. Et je pense qu'au plus haut niveau, tu es obligé, si tu veux être le meilleur, de te soulager en fait sur ces aspects-là extra-sportifs, et toi, tu es que sur... Non, parce que je pense qu'en fait, c'est bien pour le business, parce que Conor, bah, on le voit bien, en termes d'argent, personne ne fait mieux à l'UFC, et je pense que personne ne fera jamais mieux. Tu penses? Parce que le gars, tu vois, je pense que dans quelques années, on dira il y a eu un avant-après Conor McGregor. C'est pour ça que je dis, quand je dis personne ne fera jamais mieux, c'est comme quand on compare LeBron avec Michael Jordan. Voilà. LeBron, il fait peut-être mieux, mais Michael Jordan, il a permis d'écrire un truc différent, tu vois. Tu vois, tu disais que tu ne trouvais pas d'exemple. Moi, j'avais justement ça, j'avais noté à LeBron en exemple de bien s'entourer. C'est ça. Là, j'écoutais une interview de Rich Paul, son manager, qui est un entrepreneur incroyable. Je crois qu'il a aussi Mav Carter, qui gère tout ce qui est médias. Et en fait, ils ont créé une marque vraiment autour de LeBron. Il y a Kylian, forcément Kylian Mbappé, aussi hyper bien. Je crois qu'il a même une boîte avec 50 salariés, tu vois, qui gère son image, qui gère son business, etc. Et en fait, ces mecs-là, c'est des marques. Au-delà du sportif, c'est des sportifs bien sûr extraordinaires, mais ce sont aussi des marques. Et il y a Mayweather. Mayweather aussi, qui je connais moins businessment parlant, mais je sais qu'il a révolutionné le business de la boxe, quoi. Complètement. Donc, ouais, non, c'est des exemples. Après, en fait, eux, justement, moi j'étais dans. C'était des bons exemples ils sont bien entourés, mais pas pour le côté, ils ne pensent qu'au sport. Parce qu'on voit qu'ils ont ce côté business, tu vois. Voilà, c'est ça. Que ce soit Kylian quand le football il a changé. Et tout ça, ou LeBron, comme tu as dit, tu vois, là, il a lancé son alcool, il est parti vraiment prenante de plein de projets, il est acteur aussi, donc on voit qu'il y a d'autres projets annexes. Mais par contre, pour moi, les meilleurs sportifs, c'était un peu ça. C'était un peu les meilleurs. C'était les GOAT, vraiment. C'était des mecs qui allient les deux, un peu comme un peintre aussi, un Basquiat, qui va être hyper bon en business et qui va vendre ses tableaux à des prix incroyables. Et derrière, qui va faire le meilleur art. Et pour moi, c'était un peu une condition pour être le GOAT, tu vois. Si tu es bon que dans le sport, bah,
tu sors pas de C'est ton... clair. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Non, ah bah ça, je suis entièrement d'accord, parce qu'aujourd'hui, justement, il y a le côté... l'impact culturel est tellement fort que les mecs sont obligés. T'es obligé de communiquer, de... Enfin, l'important, c'est pas... En fait, c'est ça. C'est pas d'être le meilleur, c'est que tout le monde soit au courant que t'es le meilleur. Voilà. Parce que, enfin, comme Teddy Riner, tu vois. Teddy Riner, c'est le meilleur en judo. C'est le meilleur en judo, mais tout le monde le sait. Il y a beaucoup d'autres athlètes, comme... Ah, j'ai plus l'exemple... C'était Martin Fourcade, voilà. Tu vois, Martin Fourcade, donc c'était sport d'hiver. D'accord. Et lui, pareil, Martin Fourcade, il a réussi à devenir une légende parce que tout le monde savait qu'il faisait des performances exceptionnelles dans un sport où... Normalement, personne n'est au courant. Okay. Donc là, ouais, tu touches à un truc, c'est qu'il faut que tu aies cette dimension du savoir, du faire savoir, quoi. Savoir-faire et le faire savoir. Il faut vraiment que les gens ils soient au courant quand tu fais quelque chose. Faut pas forcer, hein, mais faut que les gens soient au courant des accomplissements que tu fais et pourquoi c'est important, quoi. Et tu vois, il y avait Gaël Monfils, il est sur LinkedIn, il fait des posts de ouf, et en fait il avait dit que lui se sentait entrepreneur, c'est pour ça qu'il est attiré par le business, parce qu'il a l'impression d'avoir toujours été entrepreneur depuis le début, parce qu'il gère 2 entraîneurs, il gère un préparateur mental, un physiopathe, les monteurs vidéo. Tu vois, il a une grosse team, il gère les budgets, il définit les stratégies, etc. Et au quotidien, en fait, depuis dans sa carrière. Et donc, tu as cet aspect où le joueur, il est pas, l'athlète, il n'est pas qu'athlète, quoi. Ouais, exactement. Il est chef d'entreprise. Ouais, c'est ça. Il gère des teams, il gère des PME, quoi. Ouais. Donc, mais après, tu vois, c'est aussi totalement. Ça, c'est... Comment ? Et je pense que c'est intéressant de voir à quel moment les gars, ils switchent. Parce que, tu vois, Gaël Monfils, il fait ça aujourd'hui, alors que, il ne reste plus beaucoup d'années, je pense, en tant que joueur, tu vois. Mais je pense qu'à mon avis, les gars, ils font ce switch-là quand ils ont... t'as accompli pas mal de trucs, t'as toute l'expérience du terrain, et du coup, tu te dis... Lui, il disait qu'il faisait ça déjà quand il était en pleine carrière. Okay. Tu vois, il avait déjà cet aspect-là. Business, après, est-ce que c'est parce que dans le tennis, il y a plus de budget, etc. Je sais pas. Il y a plus d'argent, peut-être. Oui, ah bah ça, donc, oui. Du coup, c'est peut-être des quand plus on gros voit les business. prize money et tout. Oula, il est cassé. On a parlé de savoir s'entourer et sur l'aspect communication, on en a un peu parlé. Et nous, on bosse beaucoup avec des entreprises dans la tech, avec des industriels. Et donc, on a ce concept qui s'appelle l'océan bleu. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Qui est un concept de marketing où, en fait, tu as l'océan rouge où tout le monde, tu vas avoir plein de concurrents qui vont se manger les uns les autres, etc. Et toi, en fait, il faut que tu réussisses dans cet océan rouge, à avoir un pivot, un différenciant assez intéressant pour avoir ton business et être dans quelque chose d'océan bleu où tu es tout seul, quoi. Tu es le maître de ta catégorie. Et c'est un peu ce que vous avez fait avec la sœur, justement, où vous avez trouvé une niche. Et en fait, dans cette niche, vous êtes seul. Et du coup, vous dominez cette niche. Et il y a un autre athlète qui le fait dans le MMA. C'est Cédric Doumbé. Tu vois, je trouve qu'il a créé en termes de com quelque chose qui est assez rare en France, quoi, en termes de marketing. Et là, récemment, il a fait une campagne market où il demande au public de choisir pour lui, tu vois. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet aspect marketing, justement ? Parce qu'il y en a peut-être d'autres, je sais pas, je m'y connais moins. Non, lui, en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a vraiment eu il y a eu une campagne, il y a eu un avant-après qui a été hardcore, et surtout, ce qui est impressionnant avec Cédric Doumbé, et ça, j'en avais pas parlé, j'en avais parlé juste en discussion normale, c'est que le gars, alors qu'il a une carrière de kickboxing de malade, là, il est en MMA, mais ça fait pas longtemps, et dans une petite organisation pour le moment. Je veux dire, il a toujours pas fait son combat au PFL parce qu'il a signé au PFL et pas à l'UFC. Récemment, ouais. L'essentiel de ces fans-là viennent depuis qu'il fait sa carrière de MMA, tu vois. C'était pas du kickboxing. D'accord. Et ça qui est ouf, c'est de se dire que la plupart de ces fans-là sont arrivés sans avoir vu l'essentiel de ces combats, tu vois. Et d'où l'importance de la com, comme tu ça, disais. Exactement. Et lui, il a une com hyper agressive de se dire déjà, je vais faire du trash talking que personne n'aime en France, tu vois. N'aime, ouais, c'est clair. Et du coup, lui, il a été à fond là-dedans, dire je suis le meilleur alors que le meilleur gagne.
Et donc à fond là-dessus. Ensuite, il s'est positionné aussi à fond en opposition, entre guillemets, à Fernand Lopez et puis Cyril Gane, en envoyant des pics aussi. Et pareil, dans le marketing, tu vois, tu as quelque chose où en fait, tu es obligé d'avoir un ennemi désigné pour sortir du lot et être visible. En fait, je trouve qu'il a, je sais pas si tu vois, il a une team marketing derrière. Si, ouais, c'est très bien dessiné, quoi. Ouais. Il a une équipe derrière lui. Et puis, je pense qu'il en joue aussi parce qu'il veut être... Enfin, je sais pas si c'est toujours dans ses projets, à mon avis, là, il se concentre sur le sportif, mais il y avait ce projet d'être acteur pour lui à un moment donné, ou du théâtre, enfin, il y avait quelque chose là-dedans. Je crois qu'il faisait du stand-up, quelque chose comme ça. Ok. Je sais pas. Il y avait un truc comme ça. Et donc, je pense qu'aussi, tu vois, il prend plaisir à quand on le voit faire ses vidéos fond vert et tout, donc... c'est plus simple quand c'est ça. Quand il y a quelqu'un qui l'a naturellement, ça, en fait. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, bah voilà, franchement, le gars, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire, créer un engouement autour de lui. Là, tout le monde s'attendait à ce qu'il signe à l'UFC. Et je pense que tout le monde voulait qu'il signe à l'UFC aussi, parce que quand il a fait son sondage, il a dit qu'il y avait plus de 70% des gens qui voulaient qu'il signe à l'UFC. Ouais. Il a signé au PFL. Et là, moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer sportivement pour lui, parce qu'il n'y a plus le droit à l'erreur en étant au PFL. Et surtout, ce qui va se passer en termes d'image aussi, parce que... il a demandé l'avis aux gens, les gens ont donné un avis, et il n'a pas écouté les gens. C'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, ça aurait été légendaire de suivre l'avis. Ben oui. Et là, t'aurais eu un truc interactif, un peu comme un... Et puis surtout que là, les gens qui te suivent, tu vois, c'est vraiment, on est une équipe. On est ton manager, parce qu'il l'a présenté un peu comme ça. Il a dit, deviens mon manager. Et en fait, en gros, il a expliqué dans la vidéo d'après, c'était pas vraiment pour décider d'où il allait, c'était pour montrer à l'UFC, bah regardez, il y a 150 000 personnes qui veulent me voir chez vous, bah mettez un peu plus d'oseille, tu vois. L'UFC, ils ont dit non, et donc du coup, il va au PFL, mais je suis curieux de voir si les gens vont toujours le suivre ou pas. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça, je voulais en parler aussi, c'est driver une audience comme ça et avoir un levier business derrière pour négocier en coulisses justement avec les organisations. Ouais. Je trouvais ça hyper smart, quoi. Mais parce que c'est à l'UFC, plus que en MMA, et même en boxe, plus que dans les autres sports, l'audience, c'est vraiment le nerf de la guerre, tu vois. Et c'est pour ça que un Jake Paul, qui est un youtubeur, gagne beaucoup d'argent en faisant de la boxe, parce qu'il n'a pas le niveau d'un boxeur pro. Mais sauf qu'il y a plein de gens qui le suivent. D'accord. Ok, c'est passionnant. Mais on dit qu'ils n'ont pas le niveau, mais Jake Paul, il réussit quand même à gagner des combats. Oui, non, mais quand je dis qu'il n'a pas le niveau, dans le sens... il n'a pas le niveau d'un boxeur professionnel, titre mondial et tout. C'est juste qu'il arrive à... en gros, quand il combat, les gens vont le regarder. Et Cédric Doumbé, il a compris ça, tu vois, de se dire... là, je suis très bon, mais il faut aussi que les gens aient envie de me regarder. Tu vois. Et comme je te disais tout à l'heure, il aurait pu même choisir l'UFC. Dans tous les cas, gagnant ou pas, il aurait derrière, pour sa carrière, dans le cinéma ou autre, des contrats avec des marques. Il aurait rentré beaucoup de cash. Complètement, mais à court terme, le PFL, c'est plus intéressant. Exactement. Et peut-être qu'il va switcher dans du PFL et passer à l'UFC. Oui, c'est ça, c'est le plan. Je pense que, et il l'a dit, je crois, en vidéo, c'est son plan. Il prend l'oseille au PFL, il explose tout le monde, ensuite il va à l'UFC, et là, l'UFC, fort de ce qu'il aura fait au PFL, ils vont direct lui proposer un gros contrat, tu vois. Très fort en négociation, c'est ça. C'est son plan, mais il faut que ça se passe bien au PFL. Et au PFL, il y a des cracks, donc c'est un vrai gros challenge pour lui. Il l'a même dit dans sa vidéo, là il joue tout, il joue tout là-dessus. S'il gagne, il rentre dans l'histoire, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je te disais tout à l'heure, j'ai découvert le MMA et l'UFC, etc. Récemment. Okay. Je ne m'y connais pas du tout. J'ai découvert avec Cyril Gane. Okay. Et parce que l'événement était incroyable, il était national, il était mondial, il était historique. Et j'ai découvert votre média. Et du coup, pour parler un peu plus de vous, de la sueur, comment vous en êtes arrivé à créer ce média et à dominer justement, à être le leader du média sur les sports de combat? La création, c'était du coup juin 2015. D'accord. Donc avec Rusty, on était déjà amis depuis pas mal d'années. Donc je fais le truc, moi, à la fin de mon stage. Déjà fan de sport de combat? Lui était fan. Lui était fan de sport de combat. Moi, j'avais fait du judo, mais je suivais ça de loin. Je suivais surtout la boxe. Okay. Et lui, fan de MMA. Et donc du coup, je crée le truc avec Rusty qui écrit régulièrement sur le MMA. Ouais. Alors on fait un nouvel an, on va
à Amsterdam, à Utrecht plus précisément. Et là, on y va en voiture. Et pendant tout le trajet, on parle de MMA. En gros, c'était mission convertir Guillaume. Et du coup, tu vois, aller-retour Angers-Utrecht, je sais pas, ça a pris 8 heures, tu vois. Donc, tu vois, 8 heures aller, 8 heures retour à parler que de MMA. En plus, il y avait un événement qui s'appelait le Rising, qui faisait son événement de fin d'année, genre le 31. Donc du coup, boum, nickel. Et instantanément, je fais, waouh, c'est vraiment une dinguerie et tout. Et du coup, ensuite, on a switché progressivement full MMA. Et ce qui a fait qu'on est là où on en est aujourd'hui, c'est que, ouais, on taffe beaucoup, tu vois. Que ce soit dans la production de contenu, que ce soit dans la recherche, que ce soit toujours se dire, on va essayer de faire des choses nouvelles. Tu vois, il n'y a jamais un moment où on se repose, entre guillemets, tu vois. Et là où aujourd'hui, on commence à avoir une vie normale, quand je dis vie normale, c'est dormir et puis arrêter de taffer 7 jours sur 7, c'est parce qu'on recrute d'autres gars, tu vois. Il n'y a aucun moment où on se dit, bah là, ça y est, l'oseille qu'on arrive à faire aujourd'hui, on va le prendre pour nous, quoi. C'est toujours pour développer le média, pour développer le truc, pour se dire, ce que Rusty me dit toujours, c'est quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, lui il veut qu'on se dise à la fin des fins, on n'aura pas eu de regrets, tu vois. De se dire, on aurait pu faire ça, mais on a préféré, je sais pas, on va partir à Cancun, ou, enfin, je raconte n'importe quoi, mais tu vois. Et du coup, lui, il veut vraiment être dans ce truc de, on donne toujours le maximum, et moi j'aime bien toujours avoir de nouveaux projets. Lui, il me suit toujours dans les projets, donc ça fait que ça marche bien. En fait, on se complète hyper bien parce que lui est très fort là où je suis nul, et réciproquement. Et on n'a pas, enfin, pas qu'on n'a pas d'intérêt pour ce que l'autre fait, mais ça nous intéresse, mais on n'a pas envie de se développer là-dedans. Par exemple, lui, il est hyper fort dans les montages, dans la créativité. Moi, ça m'intéresse à fond, mais voilà, devenir fort à Photoshop ou à Premiere, c'est pas mon truc, et je sais que... Donc toi, tu es plus sur le relationnel, sur la partie business. Ouais, plus sur la partie business. Quand on développe des nouveaux shows, enfin tout ce qui est gestion de la boîte, la direction, puis l'orientation qu'on a au global, tu vois. Sur le travail, moi j'avais tiqué aussi sur une phrase où tu disais on travaille beaucoup. Vu que vous êtes justement orienté sport de combat, MMA, pas que MMA, mais beaucoup, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de valeur, en termes de discipline? Vous, comment vous organisez justement? Qu'est-ce que ça apporte dans vos vies personnelles, vraiment cet aspect Ah bah il y a du mindset. Il y a du bien et du moins bien. Enfin, déjà, en gros, pour le côté discipline, quand les gens voient le physique de Big Rusty, ils comprennent que le mec a de la discipline. Dans le sens où il a le corps parfait, c'est un athlète, il fait les entraînements les plus nuls du monde. Chaque fois qu'on part en vacances, j'essaye de le suivre, mais c'est des trucs de merde. Genre, tu vas faire 200 burpees, aucun plaisir, ça te fait mal, c'est nul. Sauf que le gars, tous les jours, il fait ça. Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est hyper facile. On en avait déjà parlé, je crois, dans un podcast. C'est facile de ressembler à Big Rusty parce que c'est des exercices que tout le monde peut faire, t'as pas besoin de matériel. Mais après, il faut que tu aies la volonté de te dire tous les jours, je passe 1h30 à faire un truc que je déteste, où t'as aucun plaisir. Et donc ça, pour la discipline, en fait, on l'avait depuis le début. Et on a toujours su, entre guillemets, qu'on n'avait pas d'oseille par rapport aux gros médias, par rapport à ESPN, par rapport à machin. Mais sauf que là où je pense on est assez bon, c'est dans nos compétences, tu vois. Dans nos compétences, c'est le travail qu'on peut faire. Et donc du coup, il fallait travailler beaucoup, tu vois. Et donc après, le côté positif et négatif qu'il peut y avoir, c'est que forcément, tu délaisses un peu le reste pour le taf, tu vois. Pour le taf, qui est un truc où tu te dis, aujourd'hui, tu vois, avec Rusty, quand on regarde en arrière, on se dit c'est cool parce que tout ce qu'on s'était dit a fini par arriver. Mais quand on... Par exemple de dire, on peut en vivre, on a des employés, on a aujourd'hui un bon niveau de vie, on arrive en 2 ans 2 ans avant. Non, on a mis... je te dis, depuis 2015, tu vois. Ah oui, ok, voilà, d'accord. Et tu vois, de se dire aujourd'hui, par exemple, on part une semaine à Las Vegas pour couvrir le combat de Cyril Gane, c'est pas un effort pour nous, tu vois. On peut aussi se dire, ça aussi c'est un gros truc pour nous de se dire maintenant, quand il y a un événement par exemple aux États-Unis, on peut envoyer quelqu'un. Alors qu'avant on devait y aller. Donc ça aussi pour ta vie perso, tu vois, de te dire t'as une semaine, t'es loin de tout et tout, c'est voilà. Et
Donc deux choses, juste pour récapituler. Donc cette discipline, elle vous a aidé à accomplir vos objectifs en termes business. Mais oui, il peut avoir un pendant oui, sur la vie perso. Sur la vie perso, surtout, tout le reste, tu vois, de se dire... Mais sauf qu'on a cru en nous, entre guillemets, et puis même, toi, on a toujours ri, et puis on se dit souvent, c'était en donc, octobre 2015, en gros, je partais à Francfort pour aller voir une pote. Et en gros, Rusty m'écrit, et c'était les débuts de la sœur, et il disait tu lui parleras de notre empire de 284 likes. Ah, tu vois, à l'époque, on se souvient vraiment de ça, de se dire, mais petit à petit, tu vois, avec le taf et tout, ça a fini par payer, tu vois. Et on est toujours dans cet état d'esprit-là, tu vois, de se dire, il faut qu'on taffe parce que y a des gens qui arrivent derrière qui poussent aussi, que devant, les gars aussi, ils évoluent, et puis qu'on est dans un monde où, tu vois, avec les réseaux sociaux, avec Internet, tout va hyper vite, tu vois. Donc c'est vraiment important. Et puis aussi, nous, on fait c'est de l'actu. On est toujours obligé d'être au courant de ce qui se passe. C'est ça, ouais. T'es obligé d'être au courant de ce qui se passe. D'être réactif, d'être productif. D'être réactif aussi, d'être productif. Et puis, parce que, tu vois, Russ, c'est ce qu'on disait avant le début de l'enregistrement. C'est un gars qui a des vraies valeurs. Quand je dis des vraies valeurs, c'est que pour lui, c'est important aussi, par rapport à nos gars, de donner l'exemple, tu vois. Et que du coup, les mecs, ils soient pas dans un truc où ils se disent, putain... Guillaume et Rust, là ça y est, ils ne foutent plus rien maintenant qu'ils sont bien, tu vois. C'est le management par le leadership, en fait, c'est montrer... Et il y a plein de trucs, même moi je dis non mais là on n'a plus besoin de faire ça, on ne devrait plus faire ça. Mais lui il veut vraiment montrer aux gars qu'il faut être sur le terrain. Ok, on n'a plus besoin d'y être parce qu'on a des gars qui peuvent aller sur le terrain, mais il veut dire que ok, si moi j'y suis... c'est important, c'est important de faire ce taf-là. C'est hyper inspirant cette approche humaine quoi, en fait, au niveau des équipes. J'avais deux questions. Alors une première, une que je fais à chaque fois, c'est quel type de... Toi, tu es un sportif, tu fais du sport aussi. Mais pas à haut niveau. Mais pas au niveau, oui, mais tu t'entretiens, etc. Et si tu étais un cycliste, quel type de cycliste tu serais? Donc, tu as plusieurs types. Tu as le grimpeur, tu as le sprinter, tu as le rouleur. C'est celui qui a une cadence un peu plus plateau, on va dire, sur le long terme. Le puncher et le polyvalent. Donc, je dirais polyvalent. Polyvalent, ouais, non, je pense que c'est polyvalent. Parce que tu vois, aujourd'hui, toujours à mon petit niveau, parce que je sais que les gens, tu vois, ils vont regarder, ils vont se dire, le gars, il s'invente une vie. Toujours à mon petit niveau, tu vois, je fais du vélo 3 fois par semaine. Et en gros, j'aime tous les trucs, tu vois, de me dire, je me challenge à chaque fois. Je suis une merde, clairement, je suis une merde. Mais que ce soit, tu vois, quand on fait les accélérations, quand on fait les montées, quand on fait des espèces de travail un peu d'intervalle, mais à vélo, à chaque fois, j'aime bien ça parce que j'aime me mettre dans une situation où je suis en galère. Donc tu as cet esprit très guerrier, en fait, au final. Ouais, et puis en vrai, avec Rusty, on adore ça. Enfin, on a fait des trucs. Genre le premier Arès où on était sur place et qu'on taffait, mais c'était un truc de malade. On était au Sénégal, on était tous les deux, on s'occupait de plein de trucs. Et on dormait 3 heures par jour, tu vois. Ensuite, quand on va aux UFC, quand il y a Cyril qui combat et que c'est un événement qui est hyper attendu, on revient à ça, tu vois. Donc tu dors 3 heures par jour, tu fais tous les contenus sur place en même temps, tu dois gérer la boîte et tout ça. On aime bien, tu vois, avoir ces petits pics comme ça, où là, quand on a fait notre événement, pareil, c'était la semaine du fight, t'as tous les trucs que tu dois faire au day to day, mais en même temps, t'es obligé d'être dans ce truc de là, il y a l'événement qui arrive, donc faut pas qu'on se voit. Tu vois, on aime bien avoir ces petites piqûres de rappel de temps en temps. La dernière question, toi, t'as fait du judo en plus, donc c'est un peu un rapport. T'as ouvert une porte dans mon esprit, j'ai entendu une interview où t'as dit que Teddy Riner, il pourrait aller à l'UFC pour sa fin de carrière. Et ça, je me suis dit, ce serait incroyable. Mais ça, oui, mais alors cette interview-là, ce qui est marrant, donc je ne sais pas pourquoi, en fait on avait fait une interview en 2019 ou 2018. Ah, ça date, et ils l'ont sorti il y a genre 2 mois. Ah, ok. Donc en gros, il y a plein de trucs les que gars, je sors là. Pas trop en retard. Et du coup, il y a plein de trucs que je sors là-dedans qui sont plus forcément... ça reste toujours cohérent, tu vois, en 2023, parce que là, je sais pas quel âge il a. C'est ça, il a 34 ans, il va faire les JO, il aura 35 ans. Ouais. Compliqué.
Parce que tu disais aussi que dans le MMA, tu pouvais le faire tard, tu pouvais le faire même à la quarantaine. Tu peux le faire tard, mais il est encore dans le truc, tu vois. Il est toujours dans le truc, mais tu vois, Teddy Riner, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures. D'accord. Et du coup, je pense que physiquement, son corps est déjà abîmé, entre guillemets, tu vois, pour du coup faire la transition MMA. Mais il y a ça, et aussi, quand j'avais fait l'interview, c'était une époque où il n'y avait pas encore un gars comme Cyril Gane. D'accord. Tu vois, tu n'avais pas ce porte-drapeau français pour le MMA. Ah, ok. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, un Teddy Riner en MMA à son âge, je pense pas que, le sport en a forcément besoin, et que lui, il se dirait, je prends le risque, parce que aussi, c'était une époque où il se posait justement la question de se dire, est-ce qu'il va faire les JO 2024, tu vois. Bah écoute, merci, c'était top. Mais de rien. je galère sur la montée, puis je grince là, non, je crois, Cédric, tu dois m'entendre de ouf. Oh là là.